Donc le numérique peut être réduit, enquisté en quelque sorte dans une forme scolaire qui ne change pas. Faire appel aussi à la fiction pour raconter aussi des scénettes du quotidien. Bonjour Isabelle Ferroc-Dumez. Bonjour Claude Tran. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Poitiers et plus particulièrement au laboratoire Techné. Mais également vous êtes directrice scientifique et pédagogique du CLEMI. Dans une enquête que le CLEMI vient de publier, il apparaît que 78% des parents souhaitent des cours d'éducation aux médias en classe. Alors, la question va être un petit peu simple, peut-être même simpliste. Faut-il des cours d'EMI dans l'emploi du temps des élèves, comme il existe des cours de maths et des cours d'anglais ? Alors ça, c'est une question qui se pose depuis plusieurs décennies, et c'est une question qui a été à l'origine de la formation du CLEMI, de la création du CLEMI par Jacques Gonnet, et de se poser la question, est-ce qu'on prend le choix, comme ça a été fait dans d'autres pays, de créer une matière, une discipline à l'emploi du temps de l'élève, ça s'appelle parfois média littératie, ou est-ce qu'on prend une autre option ? Et en France, on a choisi délibérément de voir l'éducation aux médias à l'époque, aujourd'hui on parle d'éducation aux médias et à l'information, comme une compétence transversale qu'on peut retrouver dans toutes les disciplines. Et il n'est peut-être pas nécessaire de rajouter encore une discipline à l'emploi du temps des élèves, qui est très très lourd, mais pouvoir parler d'éducation aux médias en langue étrangère, en français, en histoire. Donc voilà, c'est l'option qui a été choisie en France. On aurait pu choisir autre chose et ça aurait pu être pertinent aussi d'avoir une heure consacrée dans la semaine, par exemple, sur ces questions, mais ce n'a pas été le choix de la France. Et il y a des situations identiques aussi, où on voit par exemple que certains affirment que l'enseignement de l'informatique devrait se faire aussi sous forme disciplinaire. J'ajouterais que je n'ai pas encore entendu dire que certains auraient souhaité que dans l'emploi du temps des élèves, il y ait des cours de 15h à 16h, par exemple le jeudi, d'esprit critique, mais à la limite, ça pourrait arriver aussi. Est-ce qu'on fait le parallèle ? Alors, on voit en effet que le code et la programmation vont probablement revenir un peu, un enseignement du code, on revient là-dessus, et ça c'est quelque chose qui est également questionné depuis plusieurs années. Alors, faire une heure de jugement critique, alors comme on a aussi l'EMC, l'éducation morale et civique, au programme, alors qu'on pourrait faire de l'éducation morale et civique tout le temps, à n'importe quel moment. Donc, oui, on peut faire des parallèles, mais il me semble que le jugement critique, l'école, c'est sa mission principale d'amener les élèves à avoir un jugement critique, et pas seulement de 16h à 17h. Et un jugement critique dans toutes les disciplines ? Dans toutes les disciplines, tout à fait. Dans une des tables rondes dans laquelle vous avez participé lors de cette conférence, donc à l'École normale supérieure, vous avez posé la question, les pratiques des jeunes sont là, il faut y ajouter la raison. Vous expliquez ? Oui, bien sûr. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans un événement comme celui-ci, c'est de mettre le doigt sur des points sensibles, des choses qu'il faut questionner. Et il me semble que le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que l'école s'approprie différents supports, différents contenus et accepte maintenant, légitime même, des pratiques informationnelles et médiatiques des jeunes d'une façon très nouvelle. Et ça, c'est très intéressant. Et ça veut dire qu'il faut accepter, il faut partir de la réalité. On a entendu parler d'authenticité aussi pendant cet événement. Et de partir des pratiques réelles des jeunes, de les accepter telles qu'elles sont, ne pas les fantasmer non plus, et de œuvrer alors à les accompagner, à les améliorer. Et quand je dis oui, les raisonner, les doter de raison, c'est d'aller plus loin, de mettre en place de la réflexivité avec les jeunes, se poser la question, quand je publie sur Internet, qu'est-ce que je publie, pourquoi je publie, vers qui je publie, dans quelles intentions. Et pour moi, c'est ça, mettre de la raison. C'est pas seulement aider techniquement, à prendre tous ces dispositifs techniques. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas utile, parce que beaucoup d'élèves, même si la fracture numérique existe toujours, beaucoup d'élèves maîtrisent tout ça. C'est plus le rôle de l'école. Par contre, c'est bien le rôle de l'école de mettre de la distance avec ça et de faire réfléchir à ce qui se passe quand on est,
là en train de s'informer sur Internet et également d'informer et de publier de façon plus responsable. Oui, c'est ça. Donc en clair, faciliter l'émergence de l'élève responsable, comme d'autres essaient de faire en sorte de faciliter l'émergence de l'élève chercheur. Oui, alors l'élève chercheur, c'est vrai, on a également parlé de ça. C'est également aussi une évolution dans l'enseignement de la posture de l'élève, le métier de l'élève finalement est en évolution. Et là, on s'intéresse à ce qu'il soit chercheur, c'est-à-dire qu'il sache s'informer. Ça, c'est important, mais qu'il puisse aussi informer les autres et prendre des postures d'engagement de sa parole. Qu'est-ce que je dis, pourquoi je le dis, et assumer ses actes comme on voudrait pousser les élèves à assumer leurs actes dans la vie de tous les jours et dans leur vie numérique aussi, notamment en publiant de façon beaucoup plus responsable qu'ils ne le font dans la vie quotidienne sur les smartphones, à la maison, partout, puisqu'on voit que les enfants, les élèves sont sur les réseaux sociaux, tweetent, retweetent d'ailleurs, et sans forcément lire exactement ce qu'ils tweetent. Donc là, c'est vraiment une responsabilité de l'école très importante d'éduquer à cette réflexivité et à des pratiques beaucoup plus responsables. Alors, l'attente des parents est forte sur l'école. Dans votre enquête, vous dites que 78% des parents attendent des actions de sensibilisation au bon et au mauvais usage des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, est-ce qu'on fantasme pas beaucoup sur ce qu'ils sont véritablement ? Alors, je crois que les parents fantasment encore, les enseignants aussi, bien sûr, oui. parce que les adolescents ne vont pas raconter le détail c'est aussi un peu un jardin secret pour eux, donc on imagine, mais depuis longtemps, comme on imaginait qu'avec Internet on va communiquer avec le monde entier, et puis on se rend compte que c'était du cabotage, on naviguait pas sur des mers lointaines, mais dans des petits périmètres, et là, pour beaucoup de parents, il y a beaucoup d'opacité sur les pratiques de leurs enfants. Donc c'est fantasmé. On a peur, on pense à de nombreux dangers. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle il y a ce discours sur la prescription de bons usages. Et donc ça veut dire qu'il y aurait des mauvais usages. Donc moi je pense qu'il faut aller plus loin de cette dichotomie qui est un peu simpliste et de voir qu'il n'y a pas forcément de mauvais usages, mais il y a des usages qui répondent à des besoins. Que si les élèves, les jeunes ont des usages un peu limites, alors on peut penser au piratage, ils vont télécharger des contenus de façon illégale, ça répond à leurs besoins. Et il est important pour nous, pas forcément de condamner et de juger c'est mauvais, c'est pas bien, mais plutôt de les accompagner, de leur montrer qu'on peut faire autrement aussi. Ça, c'est peut-être aussi une nouvelle proposition. C'est surtout ne pas laisser les pratiques informationnelles et médiatiques des jeunes s'appauvrir et rester sur des périmètres très serrés, mais leur montrer qu'on peut faire autre chose, qu'on peut interroger un autre moteur de recherche que le moteur américain. On peut aller sur d'autres ressources, et je pense que c'est le travail de l'école d'élargir le champ des possibles et de leur montrer qu'on peut faire autrement sans juger si c'est bon ou mauvais. Alors, on va revenir à ce PNF organisé donc à l'École normale supérieure, culture numérique et éducation aux médias et à l'information, organisé conjointement, je dirais. Vous allez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé, par la direction du numérique pour l'éducation et par le CLEMI. Alors, première question, est-ce que, selon vous, on a progressé, puisqu'il y a 3 ans, il y avait cette même conférence organisée ici. Je pense que c'était les mêmes organisateurs. Peut-être que le public n'était pas tout à fait le même, mais est-ce qu'on a progressé dans l'analyse de la problématique et surtout dans les solutions à mettre en œuvre ? Oui, alors le PNF, il y a 4 ans, en 2013, s'appelait également Culture numérique et EMI. Et je pense qu'on a beaucoup centré le propos sur le numérique. C'était... Et il y a toujours... il y a eu un petit peu cette tendance à dire le numérique va changer l'école. Et c'est encore un slogan de l'éducation nationale. Et c'est un peu une démarche autoprophétique. Et là, je crois que ce PNF a permis d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a fini par s'éloigner des questions des supports
en se disant toujours il manque d'équipements, il manque d'ordinateurs, il manque de tablettes, les connexions Internet dans les établissements ne sont pas satisfaisantes. Alors c'est vrai que tout ça, ça reste très important parce que c'est la condition indispensable pour faire de l'EMI. Mais ce PNF a beaucoup moins focalisé sur ces questions et s'est autorisé à aller plus loin, à se recentrer sur les contenus de l'EMI. Et les contenus, c'est les pratiques pédagogiques en EMI qu'on peut mettre en œuvre en dépassant ces questions de freins sur les équipements, également de freins sur la formation des enseignants, parce que je me souviens qu'en 2013, on avait aussi beaucoup parlé de la difficulté de former les enseignants au numérique pour accompagner les élèves. Et là, on a été beaucoup plus loin en repensant vraiment le cœur de l'EMI, c'est-à-dire, on prendra les outils qu'on aura à notre disposition, mais ce qui compte, c'est que les élèves apprennent à s'informer et à informer de façon responsable. Et c'est là le cœur de l'EMI aujourd'hui. Alors justement, vous avez participé, vous l'avez dit tout à l'heure, à cette table ronde où les pratiques innovantes étaient sur le devant de la scène, avec la question, sont-elles susceptibles de constituer un plus pour l'EMI ? Il n'empêche que quand on voit les personnes qui étaient sur la scène, en particulier des enseignants, particulièrement innovants, si je puis donner au moins cet avis, est-ce que c'est pas, comment dirais-je, un élément qui peut faire craindre aux enseignants qui font, comme dirait le professeur Cerisier, peut-être des petits inventeurs et pas des professeurs innovants. Est-ce que ça ne peut pas faire craindre qu'effectivement il faut quand même beaucoup innover pour faire passer cet enseignement ? Alors il me semble qu'il faut voir l'innovation à différents niveaux. On l'a un peu escamoté. On parle d'innovation sans vraiment savoir de quoi on parle. Ouais. Est-ce que l'innovation, c'est l'innovation technologique ? On sait très bien qu'on a de l'innovation technologique tous les jours. Ouais. Il faut dépasser ce propos. Est-ce que c'est l'innovation pédagogique ? Et là, c'est une vraie question. Je ne crois pas qu'on ait forcément des pratiques innovantes. Ça redonne du souffle à certaines pratiques. On a parlé d'ailleurs des pédagogies actives qui revenaient, mais qui sont loin d'être toutes neuves, toutes nouvelles. Ouais. Donc ça redonne du souffle. Mais l'innovation, c'est aussi une innovation sociale. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça veut dire aussi changer de posture. Et là, on invite les enseignants à changer de posture lorsqu'ils encadrent les élèves pour faire de l'éducation aux médias. Et également les élèves qui changent de posture. L'élève chercheur, l'élève responsable, c'est-à-dire voir aussi l'élève déjà comme un citoyen et pas forcément comme un citoyen en devenir, parce que déjà il s'exprime sur les réseaux sociaux notamment. Là, c'est l'innovation sociale et en fait... c'est la continuité de l'invention de tous les jours et là je crois que ça doit beaucoup moins faire peur aux enseignants parce qu'un certain nombre d'enseignants ont commencé à faire cette innovation, à changer de posture et là on dépasse toutes les problématiques d'innovation pédagogique ou technologique pour se dire que l'EMI est au service d'une innovation sociale et du progrès social parce que l'EMI c'est pas une fin en soi, c'est un moyen de développer chez les élèves des compétences de jugement critique, de réflexivité comme on l'a déjà dit, et aussi des compétences de citoyenneté pour améliorer le vivre ensemble. C'est dans ce sens-là, je pense que l'EMI, c'est pas une fin en soi, on vise d'autres choses et donc il faut élargir un petit peu la pensée sur ces questions-là. Merci beaucoup Isabelle Ferrand-Gumès. Je vous en prie, merci.